Donc, la dernière fois, on avait vu comment la tension du muscle diaphragmatique peut être à l'origine de perturbations du plexus solaire. Donc, on va aujourd'hui préciser encore un petit peu plus et revenir donc à quand le plexus solaire est perturbé via les détentions diaphragmatiques qui ont perturbé les nerfs, soit en les pinçant, en les comprimant, en les irritant, en les inflammant. Eh bien, les organes qui sont innervés par ces nerfs risquent d'être à leur tour perturbés puisque les nerfs sont perturbés eux-mêmes. Donc ces perturbations des organes peuvent se faire soit par excès, c'est-à-dire que les nerfs vont agir en excitant davantage les organes, en excitant par exemple les sécrétions gastriques, en excitant le tractus digestif par exemple, ce qui peut donner des diarrhées par exemple. Mais ça peut être aussi l'inverse, en inhibant certains des organes qui les innervent, et du coup en ralentissant, en rendant compliqué, en rendant lourde la digestion. Donc principalement effectivement les organes de la digestion qui sont sous la coupe du plexus solaire, mais aussi les reins. Donc quand les reins sont perturbés à cause des perturbations des nerfs qui les innervent, il peut y avoir des difficultés, ralentissements ou perturbations dans son rôle d'élimination, mais également dans son rôle de glande endocrine. Les glandes surrénales qui chapeautent chacun des reins peuvent se retrouver elles aussi perturbées à cause des nerfs qui sont eux-mêmes perturbés. Donc quand les glandes endocrines, les glandes surrénales des reins, donc les glandes des reins sont perturbées, et bien à nouveau là il peut y avoir inhibition ou excès, selon. Et il peut y avoir même un mélange des deux. C'est pareil pour les organes de la digestion, il peut y avoir un savant mélange des deux, rendant bien inextricable nous rendant assez désemparés devant ce qu'on constate. Alors, quand les glandes surrénales sont surstimulées, il peut y avoir du coup la mise en route de toute une sécrétion hormonale qui va créer ce fameux cercle vicieux dont on a parlé dans la formation, de sécrétion hormonale, comme si on était en état de stress. Et du coup, on va avoir là tout de suite cet axe dont on a parlé, cet axe gonade surrénale hypophyse qui s'allume, qui se met en route. Et quand ça se met en route, eh bien on est dans un cercle vicieux où le système hormonal est entré en perturbation. Donc ça, c'est par rapport à si les nerfs eux-mêmes, les nerfs du système nervus sont perturbés, notamment et principalement même, principale source de perturbation, la tension du diaphragme. Maintenant, sans parler du plexus solaire, mais en parlant uniquement de la tension du diaphragme et de ce qu'elle peut, des conséquences uniquement mécaniques là, de cette tension des muscles diaphragmatiques sur les organes de la digestion. Quand le muscle diaphragmatique il est tendu, il ne va pas pouvoir assurer réellement, suffisamment, son rôle de masseur de nos organes. Il a plusieurs rôles, tous des rôles très importants. Et l'un de ces rôles, c'est d'assurer par son mouvement de va et de vient, son mouvement de presser et de relâcher la pression, ce mouvement de va et de vient, il a un rôle de masseur. C'est mécaniquement ce mouvement qui exerce une pression sur le haut sur les organes digestifs qui sont en haut, qui va tout pousser vers le bas jusque normalement au muscle périnée qui reçoit, qui accueille cette pression, qui se fait souple pour accueillir cette pression, puis qui va se tonifier de façon ensuite à pouvoir participer à la remontée des organes. C'est ça, c'est ce mouvement qui assure le massage des organes de tout notre abdomen. Ce moelleux de nos organes, il a besoin en permanence d'être bougé, d'être massé, d'être bercé. Les organes ont besoin que ça glisse, ils ont besoin de cette caresse intérieure.
permanente. Donc, quand cette mobilisation presque manuelle, je dirais, hein, mécanique de massage n'est pas suffisamment assurée par le diaphragme, parce que quand il est tendu, eh bien, sa tension, sa crispation le met dans une course courte, ne lui permet pas d'avoir la souplesse nécessaire pour offrir un mouvement suffisamment ample, avoir suffisamment être suffisamment vaste, suffisamment profond. Donc quand c'est ralenti, quand ça n'arrive pas bien suffisamment jusqu'en bas, et que le mouvement n'est pas suffisamment ample, j'aurais envie de dire même suffisamment onctueux, en tout cas que les organes ne sont pas suffisamment massés, ne sont pas suffisamment brassés, qu'ils ne peuvent pas suffisamment s'étirer, se déplier, se mouvoir, eh bien ça aussi, ça va ralentir le tractus digestif. Et quand le tractus digestif se trouve ralenti, eh bien il va y avoir de la fermentation dans le tube digestif. La fermentation, les fermentations vont installer des ballonnements. Alors, donc là c'est par rapport à la seule, ce seul déjà rôle de brassage mécanique, manuel, je dirais, de mouvement, hein, de massage vraiment tactile, hein, des organes. Maintenant, on revient aussi au fait que, encore un autre des rôles du muscle diaphragmatique, c'est d'assurer la bonne diffusion, la bonne circulation du sang et des fluides dans notre corps. Hein, le diaphragme, c'est vraiment la deuxième pompe. La première pompe, on est d'accord, c'est le cœur, hein, qui impulse, qui envoie le sang, mais la deuxième pompe, c'est le muscle diaphragmatique. C'est lui qui, par son mouvement, c'est lui qui va continuer le travail, le travail de la première pompe. Hein. Il prend le relais et il prend à charge la bonne répartition, une répartition suffisamment profonde, suffisamment puissante pour pouvoir aller tout au bout de toutes les extrémités de notre corps dans son impulsion à aller vers les extrémités, mais aussi c'est lui qui, par son mouvement de retrait, assure aussi cette succion, cette aspiration nécessaire pour que le sang remonte. Quand on parle de circulation du sang, circulation des fluides dans notre corps, on parle toujours du cycle en entier, c'est-à-dire pas uniquement d'aller vers, hein, d'aller apporter la nutrition, d'aller apporter l'oxygène, mais aussi dans le sens de repartir, c'est-à-dire qu'une fois que les cellules se sont nourries, une fois que les cellules ont absorbé tout ce qu'il y a de bon pour elles dans le sang et dans les fluides du corps, il va falloir aussi que tout ce reste, tous ces résidus métaboliques, puisque les cellules digèrent, donc tous ces résidus métaboliques, il faut qu'ils puissent repartir. Donc on parle vraiment de la circulation, du cycle de la circulation dans son entièreté. Alors, quand le muscle diaphragmatique est tendu, il va aussi gêner la circulation du sang et des fluides, il va l'amoindrir en fait. Je dirais peut-être l'organe qui va être le premier impacté par cet amoindrissement de la circulation, de la diffusion, la bonne diffusion du sang et des fluides, c'est notre foie. Lui, il contient 1,5 litre de sang, donc il a besoin que ça circule. Il a besoin pour que ça circule bien, il faut que ça brasse, hein, il faut qu'il soit lui-même mis en mouvement par le mouvement diaphragmatique, mais il faut aussi que le mouvement diaphragmatique soit suffisamment plein, suffisamment puissant, profond, pour assurer réellement son rôle de pompe, pour que le sang puisse bouger réellement, puisse se diffuser réellement jusqu'aux plus lointaines des cellules. Donc c'est le foie qui va être le premier impacté. S'il est gêné dans son travail, une des choses de son travail qui va être, on a vu à quel point le foie il a plein de rôles, c'est incroyable. En tout cas, la première chose certainement qui va être impactée par la restriction du
foie, hein, par la gène du foie, c'est sa fabrication de la bile. Normalement, il doit fabriquer chaque jour 1 litre de bile. Donc s'il n'arrive pas à fabriquer suffisamment de bile, eh bien, on va avoir des difficultés à digérer les graisses, notamment, et donc, du coup, la digestion va être pénible. Et puis, la présence de bile est nécessaire pour stimuler le tractus digestif, et la présence de bile est nécessaire pour assurer une certaine asepsie du tube digestif, ce qui fait qu'il va y avoir en absence, il n'y a jamais d'absence totale, mais en tout cas pas suffisamment de quantité de bile qui parvient dans le tube digestif, il va y avoir en tout cas fabrication de fermentation, et donc les fermentations fabriquent des ballonnements. Donc vous voyez qu'on se retrouve finalement encore, ça vient s'ajouter, hein, les choses s'ajoutent les unes aux autres. On est vraiment dans des cercles vicieux à chaque fois. Donc toutes ces choses qui s'accumulent, qui créent des ralentissements digestifs, qui vont créer des fermentations, qui vont créer des ballonnements, qui gênent les organes, qui gênent le travail du foie, qui gênent le travail d'élimination, donc, hein, puisque l'intestin est censé terminer le travail d'élimination du foie. Le foie, il filtre, hein, il détruit, il transforme, il alchimise, mais après, il faut que ce travail-là puisse s'aboutir grâce notamment aux intestins. Alors, tout ça, quand c'est gêné, eh bien, ça finit par faire que des choses qui auraient dû être complètement éliminées, hein, des restes de la transformation digestive qui auraient dû être totalement éliminés par les différentes voies d'élimination, risquent en partie, hein, certaines choses risquent de se retrouver à nouveau dans le sang, de traverser les muqueuses qui deviennent fragiles, et qui est donc repassé dans le sang, et puis des toxines qui auraient dû être éliminées, mais si le foie il est débordé, il ne peut pas tout éliminer, donc ça repasse en partie dans le sang. Et puis les hormones usagées qui normalement sont travaillées par le foie, hein, triées, détruites en partie, éliminées, transformées, recyclées. C'est tout le travail d'élaboration qui est vraiment un travail d'alchimie que fait le foie. Bon, ben, toutes ces hormones, parmi toutes ces hormones-là qui circulent en permanence dans le sang, si le foie est débordé, c'est clair qu'il va y avoir un certain nombre de ces hormones usagées qui vont se retrouver à nouveau dans le sang. Donc en se retrouvant à nouveau dans le sang, elles vont repasser par toute la voie sanguine, elles vont repasser à proximité des tissus qui sont des tissus réceptifs aux hormones. Donc les tissus réceptifs aux hormones, bah, c'est nos tissus sexuels, c'est les tissus qui sont liés aux formes sexuelles de notre corps. Donc en tant que femme, principalement les seins et les ovaires, les trompes et l'utérus. Donc ces tissus qui sont sans arrêt comme ça bombardés finalement d'hormones en excès, et ben du coup les tissus, eux, se mettent à réagir eux aussi en excès. Mais alors, il y a aussi le fait que ce climat-là, ce climat intérieur, organique, il devient finalement, d'un point de vue du milieu, d'un point de vue de l'équilibre du milieu organique, du milieu humoral, hein, des liquides, du sang, des organes, des glandes, ça devient un climat menaçant finalement. Et donc, quand dans nos organes il y a une sensation de menace parce que l'équilibre il est perturbé, parce qu'il y a des intrus, parce qu'il y a trop de choses qui repassent, qui n'auraient pas dû être là et qui repassent dans le sang, et que du coup les organes ils sont en surcharge et puis ils ne savent plus comment faire. Voilà, tout ça, ça crée un climat interne menaçant. Et ce climat-là, intérieur, bah, il ne favorise pas la sensation de sécurité intérieure. Au contraire, c'est un climat qui crée, qui fabrique quasiment un climat d'insécurité. Et on a vu comment
on voit à travers cette formation hein, comment cette notion de sécurité intérieure, elle est reliée à ce fondement, hein, ce fondement qui est le bas pour nous, là où on s'appuie, le socle, hein, le bassin, l'abdomen, hein, qui est censé être ce lieu sécurisant, ce lieu où on trouve la sécurité intérieure, où on construit notre sécurité intérieure, la sécurité première, celle qui permet de vivre, celle qui permet d'affronter la vie, celle qui permet de jouer à vivre sans peur de se perdre, hein, en étant là dans sa sécurité intérieure. Et donc ce climat organique, viscéral, humoral, qui n'est pas sécurisant, qui crée du coup un climat intérieur d'insécurité, une sensation confuse d'insécurité intérieure, eh bien elle va aller comme en état de menace finalement, elle va aller mettre en route, mettre en branle ce système de défense hein, du SNA, système nerveux autonome, ce système de défense via les glandes surrénales qui va sonner l'appel hein, et qui va aller sonner le tocsin jusqu'à l'hypophyse et qui va mettre en branle tout ce système de réponse, hein, de réponse à la menace, de réponse au stress, de réponse à l'insécurité, qui va déclencher toutes ces sécrétions hormonales avec toutes les conséquences qu'on voit, qu'on a vues dans la formation. Et qui ont finalement autant de retombées, hein, puisqu'il y a les effets premiers, immédiats, et puis il y a les retombées ensuite. Et ces retombées, on voit que nous, en tant que femmes, hein, nos organes sexuels, les seins, l'utérus, les trompes, les ovaires, sont les organes qui vont subir les retombées de ces inflammations liées à l'insécurité, à la peur, au stress. Voilà, donc on a fait un tour là des impacts de la tension du diaphragme. Bien sûr, il y aurait encore plein d'autres choses à dire, hein, mais j'espère qu'en tout cas que ça a brossé un parcours par étapes comme ça qui vous a permis de mieux comprendre les liens. C'est surtout ça qui est important, hein, comme je le répète. Hein. C'est pas l'intérêt, c'est pas de devenir des expertes en tel ou tel système du corps, mais l'intérêt c'est vraiment de comprendre l'holistique, hein, de comprendre ce fonctionnement holistique. Donc de comprendre l'interdépendance, l'implication. Et donc, pour pouvoir bien travailler sur notre santé gynécologique, on voit bien qu'on ne peut pas se satisfaire de juste regarder les zones gynécologiques seulement. C'est pas possible. Hein. Il faut élargir, il faut défocaliser. Et on voit bien aussi que même en défocalisant et en ayant conscience qu'on a besoin de travailler sur le terrain, et donc travailler sur le terrain, c'est travailler sur tout ce système rythmique, hein, organique, qui est là avec ce grand harmonisateur qui est le muscle diaphragmatique, hein, qui est le grand harmonisateur de notre système rythmique, lui-même donc le lieu d'élaboration de notre terrain. On voit bien qu'on ne peut pas non plus se satisfaire de chercher uniquement des solutions, des réponses par la voie des changements alimentaires ou des plantes médicinales. Il faut le faire aussi, bien sûr, mais ça ne peut pas suffire en général. Et quand on s'aperçoit que on a eu beau changer des tas de choses dans notre régime alimentaire, on a eu beau faire des traitements de fond, des traitements qui étaient
sérieux, qui était profond avec les plantes médicinales, et qu'il y a toujours des mieux, notamment au début des traitements, hein, les premières semaines, voire les premiers mois, mais que finalement c'est pas pérenne, et que c'est toujours très fragile, que c'est mieux, mais que c'est pas quand même, voilà, c'est pas la vraie libération, c'est pas la vraie force retrouvée, c'est pas la vraie immunité vraiment solide sur laquelle on peut franchement s'appuyer. Quand on sent ça, quand on sent toutes ces fragilités qui restent, qui demeurent, malgré tout ce qu'on fait, c'est parce que derrière, il y a cette, cette réalité du muscle diaphragmatique qu'il faut prendre en compte. Et pour pouvoir la prendre en compte, étant donné que ce muscle diaphragmatique, il est principalement formé de ces fameux muscles toniques, hein, ces fibres toniques principalement. Ça nous renvoie à quoi? Eh bien, ça nous renvoie au système limbique, ça nous renvoie à ce lieu en nous qui n'est pas du registre des décisions conscientes, de la volonté, mais qui est du domaine de notre inconscient, hein, qui est du domaine de notre relation affective profonde avec la vie, avec nous et avec la vie à travers nous. Et donc, c'est pour ça que pour travailler d'une manière vraiment holistique dans cette formation, on fait un tel voyage, hein, et pourquoi on va aussi à la rencontre et on cherche à se procurer et à installer dans notre quotidien des outils d'auto-observation qu'on va mettre en lien avec des outils qui vont nous permettre d'aller se mettre à l'écoute aussi également comme on le fait en se mettant à l'écoute de notre corps, à l'écoute de notre matière, à l'écoute de cette fameuse répartition de notre tonus musculaire. Qu'est-ce que ça nous dit dans tel lieu du corps? Qu'est-ce que je rencontre? Qu'est-ce que je découvre? Qu'est-ce que ça me fait? Et on va aller aussi chercher des outils pour pouvoir aller écouter, chercher à s'approcher de ce fameux lieu frontière entre le conscient et l'inconscient, hein, dans nos pensées semi-conscientes et à travers nos rêves, écouter, chercher à se mettre à l'écoute de notre symbolique personnelle, de comment pour nous, ça se raconte la vie. Et c'est en faisant tout ce cheminement que petit à petit, on va pouvoir vraiment voir de vraies évolutions profondes dans notre manière d'être au monde.